Bonsoir, mesdames, messieurs, vous êtes sur Balafon Télévision. Le thème de notre entretien ce soir, Église de réveil, gouvernement, le bras de fer perpétuel. Selon le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangadji, seules 47 associations religieuses disposent d'une autorisation légale pour exercer au Cameroun. Pourtant, les chiffres révèlent l'existence de plus de 1400 églises dites de réveil, dont la majorité fonctionne en marge de la loi. Certains pasteurs, pour contourner cette interdiction, exploiteraient le décret présidentiel d'une autre confession reconnue moyennant un versement mensuel. À Yaoundé 5, le sous-préfet a déjà ordonné la fermeture de plusieurs lieux de culte, une décision que de nombreux responsables religieux jugent hâtive, préférant le dialogue à la répression. Le gouvernement, lui, invoque le respect de la légalité et la protection de la sécurité publique, notamment après le drame ayant coûté la vie à une fillette de 11 ans. Les hommes d'église dénoncent pour leur part ce qu'ils considèrent comme une véritable chasse aux sorcières. Sommes-nous à l'aube d'une confrontation ouverte entre l'État et les églises de réveil? Comment les pasteurs accueillent-ils cette décision? Quelle est la place de ces communautés religieuses dans la société camerounaise? Pour en débattre, nous recevons sur le grand plateau le pasteur Didier Matip. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, place au journal. Une fois de plus, merci de suivre l'actualité sur Balafon Télévision. Affaire Jacques Bertrand manque. La défense conteste le renvoi de l'audience. Nouveau renvoi dans l'affaire Jacques Bertrand Mangue. L'audience consacrée au dossier de l'activiste a été reportée au 14 août 2026. Selon ses avocats, le juge a justifié ce report par un calendrier jugé inopportun. La défense annonce déjà un recours contre la décision, rejetant la demande de mise en liberté provisoire de leur client. Elle estime que cette décision porte atteinte à l'article 37 de la Constitution camerounaise. Fondrené Marquez pour les détails. Activist Jean-Bertrand Mang will have to wait longer in Newberg prison in Douala after his case against the state was adjourned to August 14th. At the Bonanjo Court of First Instance, the presiding judge dismissed the application for his provisional release. Today, the judge rejected that demand, giving as motive that it was unopportune as a demand, an application for provisional release. And this actually is not surprising because, of course, we expected this to happen because this case is a political case. Normally, when a judgment is being rendered, it is well motivated by the judge. According to the defense, the rejection violates Article 37 of the Constitution. This goes to prove that Article 37 of the Constitution is violated once more because it is stated in its subsection 1 that justice is rendered on the territory of Cameroon in the name of the people of Cameroon. But now, when we see a judge render a judgment that does not go in line with the law, not giving sufficient grounds for his judgment, then of course we begin to realize and put into evidence the fact that justice is not rendered in the name of the people, but it is rendered in the name of individuals. The lawyers say they will appeal the decision. We are going to appeal this judgment while waiting for the hearing of the case on its merits that is going to come up on the 14th of August. Bertrand Mang, who was arrested on July 1, 2026, faces 3 charges: assaulting a public official, obstructing public service, and defamation on social media. Le renvoi de l'audience dans l'affaire Jacques Bertrand Mangue continue de susciter des réactions. Maître Aliscom, membre de son équipe de défense, conteste la décision du tribunal et appelle au respect du principe d'impartialité de la justice. L'avocate estime que les magistrats ne devraient pas se sentir influencés par la qualité du plaignant, en l'occurrence un policier. Écoutons Maître Aliscom dans cet extrait sélectionné par Jires Azangue. La personne qui a porté plainte à Mang est un policier qu'il faut faire trembler les juges et les magistrats et leur faire faire des choses
qui sont inacceptables dans le cadre d'un état de droit. C'est ce qui fait aujourd'hui ma colère contre cette décision et j'ai demandé à mes jeunes confrères de tout faire pour représenter une autre demande de mise en liberté provisoire en attendant que l'affaire revienne au fond. Merci. Affaire Patrick Mengue, le jeune homme risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 20 millions de francs CFA d'amende s'il est reconnu coupable. Poursuivi pour outrage au président de la République après une publication controversée sur Facebook. Patrick Mengue, placé en détention depuis le mois d'avril, a vu son procès connaître plusieurs renvois avant la clôture des débats. Alors que le ministère public requiert sa condamnation, la défense plaide la relaxe, estimant que le message incriminé ne visait pas le chef de l'État. Initialement attendu cette semaine, le prononcé du jugement est renvoyé au 27 juillet. D'autres précisions avec Sébastien Oyébé et Julien Bapongué. Affaire Patrick Mengue. Le verdict n'est toujours pas tombé. Attendu cette semaine, le délibéré a été renvoyé au 27 juillet prochain par le tribunal de première instance de Yaoundé. Dans ce genre d'affaires, on a pris pour habitude d'être préparé à ce que le délibéré soit prorogé. Donc nous avons une double conception de ce renvoi. La première, c'est que ça signifie que nos démonstrations lors de la dernière audience sont encore retentissantes dans les oreilles du tribunal, au point où quand on fait une comparaison entre les réquisitions du ministère public, les arguments qui ont été apportés par la défense, mais également les débats qui ont été menés, on se rend compte qu'il y a vraiment des difficultés pour rendre une décision dans le but de peut-être satisfaire le ministère public. Alors que le ministère public a requis la culpabilité de Patrick Mengue, la défense, elle, a plaidé la relaxe, estimant que le message relevait d'une prière et ne constituait ni une injure, ni un outrage. En quoi, Seigneur, tu te rapproches de la cible est outrageant au président de la République. Autant plus qu'il n'a jamais mentionné le nom du président de la République. Lors des débats, nous lui avons posé la question de savoir quels sont les éléments qui nous permettent de reconnaître le président de la République au Cameroun. En dehors qu'il soit son Excellence le chef de l'État, il y a d'autres noms à travers lesquels on identifie le président de la République. Le père de la nation, le premier sportif, Paul Biya, le père de Brenda, le père de Junior, le père de Franck. Mais en aucun moment, on n'a pas pu mentionner le nom du président de la République, même ses surnoms. Ce qui signifie en réalité qu'on ne s'adressait pas au président de la République. Face au nouveau renvoi, la défense affirme rester confiante et dit préférer que le tribunal prenne le temps nécessaire avant de rendre sa décision. En attendant le délibéré, fixé au 27 juillet, Patrick Mengue demeure en détention. Voilà, droit pénal, le Cameroun se dote de son premier traité de référence. Le Cameroun dispose enfin de son premier traité de droit pénal. Jusqu'ici, les étudiants et praticiens du droit au Cameroun s'appuyaient principalement sur des ouvrages étrangers pour étudier le droit pénal. Cette époque pourrait désormais appartenir au passé. Le professeur Adolphe Minkwaché vient de dédicacer le traité de droit pénal du Cameroun, tome 1, droit pénal général, le tout premier traité entièrement consacré au droit pénal camerounais. Une œuvre destinée à renforcer l'enseignement, la recherche et la pratique du droit. Sébastien Oyébé et Julien Bapongué. C'est un livre, mais aussi un symbole, celui d'un droit camerounais qui s'écrit désormais avec ses propres références. Pendant des décennies, les étudiants camerounais en droit se sont formés à partir d'ouvrages étrangers. Un paradoxe pour un pays doté de son propre système juridique. Ce vide est désormais comblé avec la dédicace du traité de droit pénal du Cameroun, tome 1, du professeur Adolphe Minkwaché. L'enseignement, à date, se fait chez nous avec des ouvrages étrangers, notamment français ou belges, ou éventuellement anglais. Il était donc de mon devoir en tant que professeur, en tant qu'aîné, de sortir ce traité. Fort de 1367 pages, ce premier traité systématique consacré au droit pénal camerounais retrace les fondements historiques, doctrinaux et socioculturels de cette discipline. Il vient nous produire une somme juridique, c'est-à-dire un ensemble de connaissances qui fixe la question du droit pénal au Cameroun. Historiquement,
de manière endogène et de manière aussi prospective. Nous venons également d'assister à quelque chose d'extraordinaire. On a suggéré au ministre de créer, n'est-ce pas, une école, n'est-ce pas, de Yaoundé. Et il a donné son notion. Et j'invite tous les praticiens du droit, tous ceux qui aiment la science juridique, tous les magistrats, à acquérir ce texte, qui est un texte fondamental. C'est un ouvrage inédit, quelqu'un qui fait de la philosophie du droit, de la réflexion sur le droit, en mettant en exergue divers aspects du droit pénal. C'est tout à fait normal qu'un éditeur s'y intéresse. Inédite, son auteur prévoit la publication de 2 à 3 autres tomes afin de constituer une collection complète consacrée au droit pénal camerounais, une première dans l'histoire juridique du pays. Quittons le code pénal pour parler du code du travail. Les syndicats exigent une révision. La Confédération des syndicats autonomes du Cameroun monte au créneau pour une refonte du code du travail. Pour les responsables syndicaux, le texte actuel, jugé dépassé, ne répond plus suffisamment aux exigences du travail décent et à l'évolution du monde professionnel. À l'occasion de leur 6e congrès ordinaire confédéral, les syndicalistes ont également plaidé pour une augmentation des pensions de retraite. Ils encouragent par ailleurs les jeunes et les étudiants à s'orienter davantage vers les filières techniques et commerciales présentées comme des leviers d'insertion et d'auto-emploi. Jiré Sazang et René Marquez étaient sur place. Reportage. The Confederation of Cameroon Trade Unions say it is dissatisfied with the current labor code and is calling for its revision. Qu'est-ce que vous allez faire après? Je crois que c'est la lutte syndicale aujourd'hui, c'est le chômage, c'est la précarité d'emploi dans les entreprises. Vous avez des jeunes, Bac plus 5, qui sont classés comme s'ils avaient le CEP dans l'entreprise. Vous avez les gens qui sont des temporaires à vie. Vous avez plein de problèmes. Meeting for their 6th Ordinary Confederal Congress in Douala, the union leaders highlighted the high rate of youth unemployment. Isaac Bissala, president of the General Union of Workers of Cameroon, explains. Il s'agit des jeunes qui dépensent des millions et des millions pour se former. Et une fois sortis de l'école, ne trouvent pas le travail. Et pourquoi ils ne trouvent pas le travail? C'est parce que ce qu'ils ont pris comme filière n'existait pas dans l'économie camerounaise. They are demanding an increase in retirement pensions. Nous avons des problèmes de retraités. La dernière fois qu'on a augmenté la pension des retraités, ça dure. Il faut aujourd'hui faire quelque chose pour que les retraités se sentent aussi comme s'ils étaient des Camerounais. Donc il faut augmenter les pensions. The union members are further calling for young people and students to receive technical and commercial training in order to become self-employed. Médecine illégale, l'Ordre national des médecins du Cameroun ouvre l'enquête à la suite de plusieurs plaintes. Dans son viseur, l'influenceuse croqueuse de diamants accusée d'injections esthétiques invasives. Dans une note officielle, le Conseil national des médecins du Cameroun évoque plusieurs signalements faisant état de pratiques médicales et esthétiques hors cadre légal. 2 personnes sont mises en cause. Kingsley Nembo, qui se présente comme docteur, sans être inscrit au conseil, et l'influenceuse Manuela Nyempa, alias croqueuse de diamants. Le conseil affirme avoir saisi les autorités compétentes pour une enquête devant permettre de vérifier et d'établir clairement les faits, ainsi que les responsabilités. Il appelle par ailleurs la population à signaler toute pratique suspecte pour protéger la santé publique. C'est donc une situation qui préoccupe. À présent, nous allons poursuivre notre journal en parlant cette fois, il faut le dire, nous irons à Ngaoundéré. Justement, Ngaoundéré, après plusieurs années d'action dans la Damawa et le Nord, le projet Réal GRNS referme un chapitre. Le projet Réal GRNS entendait renforcement de l'engagement des acteurs locaux dans la gouvernance et des ressources naturelles dans le septentrion. Toutefois, il ne tourne pas la page sur ses acquis.
Réunis en Gaoundéré, partenaires et acquis locaux ont dressé le bilan des avancées enregistrées dans la gouvernance des ressources naturelles et réfléchi aux mécanismes pour en assurer la continuité. Le reportage de notre correspondant, Amadou Bello. Organisation de la société civile, collectivités territoriales décentralisées, administration et autorités traditionnelles se retrouvent en Gaoundéré pour clôturer le projet Réal GRNS dédié à la gouvernance des ressources naturelles dans le septentrion. Pendant 42 mois, l'initiative a renforcé les capacités des acteurs locaux et leur implication dans la gestion durable des ressources naturelles. Globalement, le projet a permis de renforcer les capacités des acteurs locaux. 17 communes ont été touchées, notamment sur les thématiques en lien avec la sécurité alimentaire, les questions foncières et les questions en lien avec la mine. 16 organisations ont reçu du financement dans le cadre de ce projet. L'atelier a permis également de partager les expériences de terrain et d'évaluer les changements enregistrés dans les communautés bénéficiaires. Nous, il s'agit d'abord d'effectuer le diagnostic organisationnel. Ensuite, il y a eu le renforcement des capacités avec des équipements. Il y a soumissionné à l'appel à subvention. Nous avons été retenus, nous avons été subventionnés. Et avec cette subvention, nous avons pu réaliser notre projet. Au-delà du bilan, les participants réfléchissent désormais aux mécanismes de pérennisation des acquis. Des OSC qui ont été accompagnés mettent en œuvre jusqu'ici des éléments en lien avec le plaidoyer pour permettre d'influer sur les politiques publiques et davantage de contribuer à la gouvernance des ressources naturelles. Des recommandations ont été formulées pour consolider la gouvernance inclusive et durable des ressources naturelles dans le septentrion. Cyberharcèlement, le bouclier numérique en action. Arnaque, usurpation d'identité, chantage, cyberharcèlement. Les violences numériques se multiplient au Cameroun. Pour renforcer la prévention, la caravane du bouclier numérique sillonne le pays. Portée notamment par les ONG SNK et la Fondation Cœur de Mer, que préside l'actrice Muriel Blanche, elle-même touchée par le phénomène, cette initiative forme les femmes et les jeunes au piège du web. Piratage, fausses offres d'investissement ou encore deepfake. Les précisions de Franck Duroc-Tassonkang. Régulièrement ciblée sur les réseaux sociaux, Kamche Lemeni Muriel, connue sous le nom de Muriel Blanche, n'est pas étrangère aux dérives numériques. La grande figure du cinéma et du showbiz camerounais a plusieurs fois vu son identité et sa voix détournée à des fins malveillantes. J'ai plusieurs fois été victime parce qu'aujourd'hui, c'est mon image qui est utilisée, c'est mon nom qui est utilisé, c'est ma voix qui est truquée pour extorquer de l'argent. Le conseil que je donne également, c'est d'essayer d'en discuter à chaque fois qu'on est confronté à une situation qui concerne le cyberharcèlement, la sextorsion, la manipulation en ligne. Après Yaoundé, la caravane du bouclier numérique a posé ses valises à Bafoussam autour du thème cyberharcèlement et violence numérique basée sur le genre, reconnaître, comprendre et agir. Le conseil déjà que je peux donner, c'est d'appeler à la prudence, à beaucoup plus de responsabilité dans nos actes et nos actions parce que tout ce que nous faisons peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux et ce sans notre consentement. Donc il faut être de plus en plus vigilant et ne jamais céder au chantage parce que tout part de là. Une fois que tu as accepté un chantage, tu ouvres la porte au stress, à beaucoup d'angoisse, à la dépression. Porté notamment par la Fondation Cœur de Mer de Muriel Blanche et la Fondation SNK, le programme prévoit 6 sessions de sensibilisation pour mieux protéger les femmes et les groupes vulnérables face aux risques numériques. Une démarche saluée par les autorités. C'est quelque chose que le gouvernement attache beaucoup d'intérêt. Pour les promoteurs, protéger une femme, c'est protéger une famille. Protéger une jeune fille, c'est protéger l'avenir. Allons donc à Bafan, des hommages pour le nationaliste Jean Bouendé. Le nationaliste et ancien maire de Bafan, Jean Bouendé, honoré ce 16 juillet dans sa ville, 22 ans après sa disparition.
Figure engagée de la lutte pour l'unité nationale, celui qui s'est éteint à l'âge de 114 ans est présenté par ses proches comme un homme qui a toujours rejeté le repli identitaire. 16 juillet 2004, 16 juillet 2026, se souvenir pour poursuivre le combat. Les filles de martyrs de l'indépendance, à l'occasion de cette commémoration, sont allées se recueillir sur sa tombe. Parmi elles, celle de Ruben Omniobe et Jacob Fossi. Joël Ferdinand Iwane. Papa est resté carrément seul, personne ne savait où il était. L'hélicoptère passait pour le chercher. Il ne pouvait pas faire de feu, il ne mangeait que les crudités. Un moment de recueillement sur la tombe de Jean Bouindé. C'est dans sa résidence du quartier Badonga, bloc 4 à Bafang, que le nationaliste a rendu son dernier souffle avant d'être inhumé, non loin de là, à l'âge de 114 ans. 22 ans après sa disparition, sa mémoire reste vivace. Un hommage lui a été rendu ce 16 juillet par ses proches et des héritiers de la lutte nationaliste. Ça fait 22 ans que le patriarche est mort et mes mamans m'ont dit qu'elles tenaient à venir se recueillir sur la tombe du patriarche à cette occasion. Et donc rapidement, je me suis déplacé et en une minute, j'ai appelé le président du cercle des élites, mes frères qui étaient présents, pour qu'ensemble, on les accompagne à ce recueillement. La commémoration a également réuni les filles de figure de la lutte nationaliste, venues perpétrer la mémoire et l'engagement de leurs parents. J'ai tenu à être là aujourd'hui parce que Jean Bouindé et Omniobe ont lutté très fort pour la libération et le bien-être des Camerounais. Pour moi, c'était un honneur. Il fallait que je vienne. Il fallait que je sois là, que je vois cette photo, que je vois le lieu. Parce que Jean Bouindé, ce n'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. C'était le pilier de la réussite de l'indépendance du Cameroun. Au-delà du recueillement, les échanges ont permis de revisiter le parcours de Jean Bouindé à travers des photographies exposées dans un coin de sa maison. Notre magazine de ce vendredi nous plonge dans la culture, dans les rapports que celle-ci entretient avec la société en tant que puissant outil de sensibilisation. C'est ce qu'on vient de vivre au concret au sein de la galerie Anikaji de Bonapriso avec l'exposition L'autre cri, un travail d'artiste sous la coordination de la jeune artiste Raïssa Njoya. Une initiative qui invite le public à regarder en face les violences qui traversent notre quotidien et à faire de l'art un espace de dialogue et de transformation sociale. Théodonto y était. Du 4 juin à la première semaine de juillet 2026, les visiteurs ont été plongés dans un parcours artistique où chaque œuvre interroge. Une foule aux pancartes marquées, des couleurs parfois sombres. À la galerie Anikaji, chaque tableau racontait une histoire, celle d'une société confrontée au féminicide, aux violences familiales, au viol d'enfants ou encore à la violence verbale devenue banale dans nos rues. À travers l'autre cri, l'agence Création Contemporaine défend une vision de l'art qui dépasse la simple contemplation. Pour sa coordinatrice Raïssa Njoya, l'œuvre doit créer un lien avec la société, provoquer le dialogue, éveiller les consciences et accompagner les transformations sociales. Alors l'idée, c'était véritablement de mettre à contribution des artistes visuels via la performance de rue dans les marchés de Koulouloum, Andokoti et aussi au rond-point d'Eido. Et dans cette démarche-là, d'art conceptuel et d'art expérimental, de faire une restitution sous forme d'exposition. Après le temps de l'observation, vient celui de la parole. Première conversation, une conférence débat sur justement que faire face à la violence sociale, qui a mis à contribution des experts sociologues, avocats et enseignants sous le volet conseiller d'orientation. Pour clôturer cette riche programmation, un atelier d'écoute et de partage intitulé « Sous les masques, nos vérités parlent ». Animé par la psychothérapeute Dr Sandrine Tsangé, a réuni de nombreux participants. L'idée, c'était de porter le regard sur nous aussi, pas
pas juste en tant que spectateur ou victime, mais en tant qu'auteur, nous aussi, nous pouvons faire du mal et comprendre comment le mal, en fait, comment la violence s'installe, les différentes étapes pour pouvoir, une fois qu'on l'a compris, agir déjà à des niveaux beaucoup plus en amont pour éviter d'en arriver à des stades ultimes comme ceux qu'on connaît dans l'actualité. Les échanges nourris d'expériences personnelles et de réflexions collectives ont donné une autre dimension aux œuvres exposées. Ici, la parole prolonge l'art et devient elle aussi un outil de reconstruction. De ce que j'ai retenu, c'est que très souvent, on ne se rend même pas compte de la violence dont on est soi-même auteur. Et qu'il faut faire un peu plus attention à nos interactions avec les autres, avec nous-mêmes. Nous avons pu reconnaître certaines formes de violence verbale, physique, parfois à caractère culturel et bien partagé, que nous ne représentons pas parfois comme des violences. Donc cela nous a permis, après identification, de nommer nos émotions et de mieux réagir. L'autre cri aura ouvert une véritable conversation entre artistes, spécialistes et publics, rappelant que l'art peut être un formidable levier de sensibilisation, de dialogue et d'engagement citoyen. Église dite de réveil, la riposte des pasteurs après l'annonce du MINAT. Il n'y a pas un travail au Cameroun qu'on appelle fermer les églises. Cette déclaration d'un pasteur d'une église de réveil résume la vive polémique suscitée par l'annonce du ministre de l'administration territoriale de fermer 1400 églises jugées illégales. Alors que le sous-préfet de Yaoundé 5 a déjà procédé à la fermeture de plusieurs lieux de culte, des responsables religieux dénoncent une procédure qu'ils estiment précipitée et appellent au dialogue plutôt qu'à la répression. Si le gouvernement invoque le respect de la loi et la sécurité publique, après le drame ayant coûté la vie à une fillette de 11 ans, plusieurs hommes d'église parlent, eux, d'une chasse aux sorcières. Reportage de Sébastien Oyébé et Julien Bapongué. Ce soir porte sur les églises dites de réveil. Il faut le dire, il y a justement quelques jours, le MINAT a lancé donc une opération de fermeture des églises dites de réveil. Et notre correspondant depuis Yaoundé a suivi cette affaire. Pour lui, il n'y a pas un travail au Cameroun qu'on appelle fermer les églises. Ça, c'est l'un des témoignages qu'il a reçus. Et cette déclaration est d'un pasteur d'une église de réveil qui résume la vive polémique suscitée par l'annonce du ministre de l'administration territoriale à Tanganji de fermer 1400 églises jugées illégales. Alors que le sous-préfet de Yaoundé 5 a déjà procédé à la fermeture de plusieurs lieux de culte, des responsables religieux dénoncent une procédure qu'ils estiment précipitée et appellent au dialogue plutôt qu'à la répression. Si le gouvernement invoque le respect de la loi et la sécurité publique après le drame ayant coûté la vie à une fillette de 11 ans, plusieurs hommes d'église parlent, eux, d'une chasse aux sorcières. Cette fois, on espère avoir le reportage de Sébastien Oyébé et Julien Bapongué. Vous pouvez faire votre culte tranquillement entre vous. Vous priez Dieu comme tout le monde fait. Mais est-ce que vous êtes obligé de faire des bruits jusqu'à on me sort, je suis obligé de sortir dimanche. Parce que les gens Dans plusieurs églises de réveil, l'inquiétude est palpable. Si les responsables religieux affirment comprendre la volonté du gouvernement d'assainir le secteur et dénoncent en revanche la méthode employée. Il fallait qu'on se serve des hommes de Dieu aguerris pour critiquer, condamner, juger le fonctionnement des assemblées. Alors, est-ce qu'il y a eu un arrêté du ministre pour cette circonstance? La question reste posée. Sur quelle base est-ce que ces églises sont en train d'être fermées? Et dans certaines communautés, on voit comment les sous-préfets parlent de sous-traitance. Or, c'est un mot inexistant. Quand on parle de sous-traitance, on parle dans le domaine des affaires, dans le domaine où il y a une sorte de contrepartie, dans le domaine où il y a les finances qui entrent. Or, les églises sont constituées
en assemblée et chaque assemblée porte un nom. Entrer dans le culte et bousculer pendant qu'on est en train d'adorer, c'est enfreindre la loi. Ces responsables religieux estiment également que les autorités devraient s'attaquer avec la même fermeté aux établissements clandestins, notamment certains bars et débits de boissons, régulièrement accusés de favoriser l'insécurité, la délinquance et les nuisances sonores. Il n'y a pas un travail reconnu constitutionnellement parlant au Cameroun qu'on appelle la fermeture des églises. Ce n'est pas un travail pour un fonctionnaire. Il faut qu'on arrête ça. Fermez les bars, fermez les auberges qui sont à côté des établissements scolaires. Fermez les sénats qui sont auprès des universités. Fermez les gens qui font les publicités partout. Le gouvernement de son côté justifie cette opération par la nécessité de mettre fin aux lieux de culte exerçant en dehors du cadre légal après plusieurs dérives constatées. Entre exigence de légalité et défense de la liberté religieuse, le débat reste ouvert. Église de réveil, gouvernement. Le bras de fer perpétuel, c'est notre thématique ce soir. Pour en parler, le pasteur Didier Matip est avec nous à Grand Plateau. Bienvenue, pasteur Didier Matip, et merci d'être là. Oui, bonsoir Marinette, bonsoir à tous les téléspectateurs de Grand Plateau, de Balafon Télévision. Voilà, vous êtes pasteur. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, en effet, je suis le docteur Didier Matip, je suis pasteur. Je suis également vice-président d'une plateforme, d'une association savante sud-africaine qui fait également, a en son sein des théoriciens et des praticiens charismatiques pentecôtistes. Et également, je suis un professionnel des médias, j'ai fait de longues années dans les médias, en fait beaucoup de choses à la fois par la grâce de Dieu. Voilà, il faut le dire, vous venez juste de rentrer au Cameroun il y a quelques jours. Vous étiez en vacances? Non, je n'étais pas en vacances, c'est vrai qu'on profite. Des séminaires On avait des séminaires, des conférences et des travaux également dans le cadre de la formation continue des pasteurs, également pouvoir apporter l'évangile dans les nations du monde parce que c'est l'un des commandements importants que Jésus a laissé à son Église. Et Dieu merci, nous sommes de retour au pays. Voilà, pendant votre absence, il y a une chasse aux églises dites de réveil qui a été lancée, la fermeture de près de 1400 églises. Et puis, il faut le dire, selon les chiffres, c'est un peu plus de 1400. Les raisons qui sont avancées, nuisances sonores, pratiques illégales, lieux non recommandés, entre autres. Et il faut rappeler quand même que la dernière actualité parle d'une fillette de 11 ans qui a été assassinée par une adepte ou alors une fidèle d'une église qui, selon les témoignages, a avoué ou bien aurait avoué avoir fait cet assassinat sous voilà, l'ordre de son prophète. Voilà. Et aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve au niveau, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, décide de fermer les églises dites de réveil. Bon, illégalité, nuisance sonore, est-ce que quelque part, ce n'est pas fondé? Alors, déjà, nous saluons l'action du gouvernement. Mais je tiens à préciser ceci. Marinette, vous et moi, on n'a jamais vu un faux billet de 3 000 francs. Jamais. Pour quelle raison? On ne va jamais voir un faux billet de 3 000 francs parce qu'un billet de 3 000, ça n'existe pas. Donc, du coup, on ne verra jamais, on verra certaines situations parce qu'il existe également dans ce pays des hommes de Dieu authentiques, des hommes de Dieu qui craignent Dieu, qui enseignent la parole de Dieu et qui essaient de pouvoir accomplir le mandat divin dans l'exercice de leurs fonctions et même de pouvoir accompagner les pouvoirs publics dans les missions qui sont les leurs. Parce que aujourd'hui, les églises de réveil ne se limitent plus seulement à prêcher l'évangile, mais comprennent qu'elles ont une mission holistique de pouvoir rendre ministère, toucher l'homme tout entier, c'est-à-dire dans son esprit, son âme et son corps. Il va sans dire qu'il y a des situations qui ont suscité l'émoi général, que vous avez évoqué tantôt, le cas de cette jeune fille. Vraiment, on est horrifié quand on entend de telles choses. Il va sans dire que tout homme de Dieu véritable ne le fera jamais. Ça, il faut le dire. Donc, on va avoir des cas de nuisance sonore, on va se plaindre ici et là. C'est vrai. Mais je vais revenir un tout petit peu dans notre culture africaine. Le culte, même dans les coins les plus reculés de nos villages, on célèbre Dieu, on loue Dieu. Voyez-vous, nos mamans battent des tambourins pour célébrer Dieu. Même Jésus, lorsqu'il entrait à Jérusalem,
On a voulu faire taire ses disciples. Il leur a dit, si vous vous taisez, les pierres vont crier. Donc, on ne peut pas empêcher les gens de célébrer Dieu, de louer Dieu. D'ailleurs, même nos autorités qui vont à l'église le savent très bien. Dans Josué, lorsqu'il fallait conquérir la ville de Jéricho, Dieu a dit, pendant 6 jours, vous ne dites rien, vous ne faites aucun bruit, mais le 7e jour, vous allez pousser des cris de joie et vos cris de joie vont renverser la muraille. Donc, maintenant, il va sans dire que Dieu lui-même aime le bruit. Ça, il faut le dire. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais maintenant, il va sans dire que c'est vrai que nos églises se retrouvent dans un environnement dont il faut également respecter le bon voisinage. Je suis d'accord. Et c'est d'ailleurs à cette fin qu'il y a quelque temps, le Premier ministre a signé un décret parlant de nuisances sonores qui devrait encadrer tout ce qui est sonore dans notre environnement. Mais il va sans dire également qu'un des aspects qu'on attend, parce que la disposition de cette réglementation voudrait que la NOR décide de quel décibel, à quel niveau est-ce qu'on peut parler de nuisance sonore ou pas. Ça, on attend cela. Donc, on ne peut pas incriminer aujourd'hui les églises parce qu'on a entendu beaucoup de bruit pour dire vous êtes allé au-delà. Il faut déjà qu'on sache à quel niveau est-ce que c'est nuisance sonore et à quel niveau ça ne l'est pas. Voilà. Donc, voilà un certain nombre de choses. Mais il va sans dire que, j'aurais souligné à Marinette, que ce sont des situations qui ne sont pas uniquement propres au Cameroun. Voyez-vous, quand nous allons dans d'autres pays, en Afrique du Sud, il y a cette volonté des pouvoirs publics de pouvoir réglementer. Nous avons été au Congo voisin, on a vu les pouvoirs publics qui veulent réglementer. Mais ce qui est intéressant dans ces pays-là et que nous appelons de tous nos voeux, c'est que ce soit avec réellement le clergé, que l'on puisse le faire. Parce qu'une réalité à laquelle je suis confronté et que je comprends de mieux en mieux quand je vais dans d'autres pays, c'est que quand vous êtes de l'extérieur, vous ne pouvez pas comprendre la réalité de l'autre. Quand vous êtes de l'intérieur, vous pouvez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'ils boivent tout le temps le café? Pourquoi est-ce qu'ils s'habillent comme ça? Pourquoi est-ce que... Mais pour vous, c'est curieux. Par contre, ceux qui sont à l'intérieur comprennent. Quand vous arrivez chez eux, vous pouvez comprendre. D'ailleurs, même dans mes travaux de recherche sur le plan scientifique, j'ai réalisé qu'on parle beaucoup des églises de réveil, on en parle de manière péjorative. Mais pour quelle raison? Parce qu'une chose que je suis parvenu à comprendre, parce que dans mes travaux de recherche, j'ai voulu me déconnecter, parce que c'est ce qui est demandé de tout homme de science, de se déconnecter afin de pouvoir mieux analyser l'objet. Tout à fait. Mais j'ai réalisé ceci. C'est que dans la plupart de ces travaux, on a pris à une certaine époque quelques églises qui, comme on dirait, faisaient le buzz, qui étaient très médiatisées et qui ont fait l'objet de certaines recherches scientifiques. Et du coup, on a plaqué cela, on a voulu extrapoler le résultat de ces recherches à l'ensemble des églises pentecôtistes. Or, il faut savoir que le pentecôtisme ne date pas de 1990 au Cameroun. Il date d'au moins 1960. Et c'est important de le savoir. Et c'est important également de savoir que les premiers, parce qu'il faut savoir également que le pentecôtisme au Cameroun, vous avez un pentecôtisme qui est, permettez-moi l'expression, entre guillemets, indigène. C'est-à-dire que venant des fils de ce pays et des églises pentecôtistes qui viennent de missionnaires étrangers. J'ai salué l'une des actions du chef de l'État après sa prestation de serment. Après sa prestation de serment, l'une des actions fortes que le chef de l'État a menées, c'est de pouvoir donner des décrets à certaines missions. Mais il y a des missions étrangères parmi elles. On a des missions que j'appelle entre guillemets indigènes, c'est-à-dire venant des fils de ce pays. Mais une chose qui m'est encore revenue à l'esprit, par exemple, je prends le cas de la CMC, la Communauté missionnaire chrétienne internationale, qui émane d'un fils de ce pays de regrettée mémoire, le professeur Zacharias Tanofomoum. Ce n'est qu'en janvier dernier qu'ils ont reçu leur décret, étant au Cameroun depuis près de 50 ans, pour ne pas dire plus de 50 ans, mais étant impliqués. Ils ont un institut universitaire, ils ont tout un ensemble d'activités. Exactement. Et moi, une chose qui m'a intéressé, d'ailleurs, c'est que notre ministre de tutelle a visité leur siège à Koumé. Mais il n'a pas fermé, il a au contraire vu ce qu'ils font. Mais je vais dire aussi ceci, Marinette. C'est que, permettez, on ne donne pas un acte de naissance à quelqu'un qui n'existe pas. Donc, pour que quelqu'un existe, pour quand quelqu'un reçoive un acte de naissance, il faut bien qu'il existe, il faut bien qu'il soit venu au monde. C'est vrai, il faut bien qu'il existe, mais il faut savoir que sur le terrain, selon les investigations qui ont été faites, il y a des églises dites de réveil qui existent par sous-traitance, c'est-à-dire ils prennent l'agrément des associations religieuses qui ont déjà été reconnues pour fonctionner de manière illégale. Et j'en viens en disant...
Pour être pasteur, pour se placer devant un peuple et enseigner la parole, quel est le cheminement? Parce qu'on sait quand même du côté des évangélistes ou alors des catholiques, on sait quand même qu'il y a un cursus près de 10 ans de théologie, mais chez les pasteurs, on a l'impression que parfois certaines personnes se lèvent et disent qu'ils ont reçu la mission divine d'enseigner la parole de Dieu, commencent dans leur salon, ensuite dans leur cours, et puis on commence à dire qu'il faut acheter le terrain, et ça part en, j'ai envie de dire, en vrille. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi un désordre dans ce cadre? Alors, je suis d'accord avec vous, Marinette, sur le fait que en fait, ce sont des réalités qu'on observe. Et ça, on ne peut pas il y a beaucoup les nier. d'illégalités. Beaucoup de gens, je n'ai pas envie d'utiliser le mot charlatan, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, j'ai envie de dire, la légalité, du moins. Je vous comprends parfaitement. Voilà. Je vous comprends parfaitement. Sur ce point, je veux dire d'abord que être pasteur, être berger, c'est d'abord un appel. Donc, il faut d'abord avoir cet appel, il faut d'abord avoir cette vocation. Parce qu'on peut aller à l'université, on peut faire des études théologiques, mais ne pas avoir cet appel. Bien sûr. Voyez-vous? Et ce qui fait qu'il y a une différence entre quelqu'un qui, comme on dirait, he was born for it. Il est né pour cela. Il a cette vocation-là. À partir de cela, il peut avoir une formation. Je suis parfaitement d'accord. C'est important, la formation. D'ailleurs, mais il y a une chose également qui est très intéressante. Quand vous lisez la Bible, c'est que tous les disciples de Jésus étaient connus comme étant des gens qui n'ont pas reçu d'instruction. Ça, c'est une réalité. Il y avait des pêcheurs. Ils venaient de toutes les catégories socio-professionnelles. Voyez-vous? Et ce sont ces gens-là que Jésus a choisis pour être ses disciples et qui ont bouleversé le monde. Mais il va sans dire qu'à un moment donné, lorsqu'il fallait passer à une autre étape, Dieu allait chercher un érudit en la personne de l'apôtre Paul. Voyez-vous? Donc, il va sans dire qu'aujourd'hui, moi je me rappelle, mon pasteur, celui qui m'a formé, qui m'a baptisé, j'avais 13 ans par là, l'apôtre Dieudonné à Bogo, nous disait, vous savez mes enfants, on ne peut plus servir Dieu comme à l'époque. Aujourd'hui, vous devez aller à l'école. Vous devez faire de bonnes études. Vous devez avoir quelque chose dans la tête. Et il me disait, entre autres choses, il me disait, mon fils, les gens te respecteront pour ce que tu as dans la tête. Exactement. Et c'est pourquoi je dis merci à Dieu, parce que j'ai eu un mentor comme celui-là qui m'encourageait à aller à l'école. Et je vais à l'école et j'aime l'école. Voyez-vous? Et vous continuez à aller à l'école. Et je continue à aller à l'école. Et ça fait une différence. Et ça fait une différence, c'est vrai. Ça fait une différence. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, on doit toujours... Le monde évolue. Il y a quelques années, lorsque le chef de l'État, voyant l'avènement d'Internet, a voulu que le Cameroun puisse réduire la fracture numérique et pouvoir s'arrimer aux nouveaux changements qui s'opéraient dans le monde. Aujourd'hui, on ne parle plus d'Internet. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Le monde évolue. Il va sans dire que le pasteur que je suis, le berger que je suis, doit pouvoir comprendre les nouveaux enjeux du monde et pouvoir aider les chrétiens à s'arrimer à cette nouvelle actualité. Voilà. Voyez-vous. Donc ça, c'est important. Très bien. Et s'il faut revenir sur la répression, vous êtes pasteur, forcément, vous en avez parlé avec des confrères. Pour vous, vous pensez quelle est la meilleure façon de résoudre ce problème de charlatans qui se prennent pour des pasteurs et qui utilisent ce titre pour arnaquer les fidèles, escroquer les fidèles, j'ai envie de dire, s'aimer le trouble dans les foyers, dans les couples. Qu'est-ce que vous, en tant que pasteur, vous avez prévu? Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur une alternative pour empêcher que des brebis galeuses ne viennent saboter tout le travail que vous faites? Alors, ce que moi, je dirais, parce que dans tous les corps de métier, il y a des ordres, il y a des associations. Tout à fait. Chez les médecins, on a l'Ordre national des médecins et j'en passe. Chez les journalistes, on a les syndicats. Voilà. Donc, il sera intéressant, parce qu'il y a même déjà des propositions qui ont été faites comme celle-là au pouvoir public, de pouvoir aider. Parce qu'il y a une différence. Moi, je dirais aussi, il faut qu'on soit conscient d'une réalité. C'est qu'il y a une différence entre les missions venant de l'étranger qui sont implantées ici, qui travaillent dans le cadre de la grande commission et que nous encourageons, et les missions qui sont natives du Cameroun et qui n'ont pas toujours les mêmes possibilités, les mêmes facilités que les autres, voyez-vous. Et il est important que les pouvoirs publics comprennent aujourd'hui, les églises pentecôtistes sont au moins 15% de la population. Donc c'est une frange importante de la population qu'il faut pouvoir considérer et accompagner. Voilà. Donc les accompagner, ne pas juste venir fermer les églises. La liberté du culte est garantie par la Constitution. Mais il faut pouvoir appeler les leaders et travailler de concert avec les leaders, parce que toute personne venant de l'extérieur ne pourra pas mieux apprécier et mieux juger. Donc, il serait plus intéressant de convoquer les leaders, d'avoir des rencontres avec les leaders, parce qu'ils sont là, on les connaît. Du moins, le Cameroun, Dieu merci, est un pays très bien informé, nos autorités sont très compétentes en la matière, pour qu'au moins on ait des solutions
pour pouvoir encadrer ces 15% de la population et également mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui sèment le discrédit sur ceux et celles-là qui servent Dieu dans toute l'honnêteté et dans toute l'intégrité. Un dialogue entre les leaders des églises dites de réveil reconnues qui travaillent depuis très longtemps avec le gouvernement pour pouvoir essayer de mettre un terme à cette naissance évolutive des églises entre guillemets. Et j'aurais d'ailleurs souligné, Marinette, qu'il y a plusieurs plateformes aujourd'hui, même de ces églises de réveil. Il y en a plusieurs. Vous avez la CPEC, pour ne citer que celle-là. Il y en a d'autres. Elles sont nombreuses qui peuvent, ensemble avec les pouvoirs publics, travailler à réguler, à assainir et à réguler le milieu. Parce que une chose profonde chez le Camerounais en particulier, l'Africain en général, c'est que nous sommes profondément pieux. Nous aimons Dieu, nous croyons. D'ailleurs, le chef de l'État, son excellent président Paul Biya, a toujours su que le Cameroun est tenu et soutenu par la prière. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui on arrivait à vraiment au niveau où on ferme vraiment toutes les églises de réveil, ça aurait un impact considérable sur le plan spirituel, économique, voire social des Camerounais? Énormément. Je vous ai dit tout à l'heure que les églises de réveil, c'est 15% de la population de ce pays. Mais également une autre chose très intéressante, c'est que Marinette, la plupart nous allons dans les églises traditionnelles, mais la plupart nous sommes je ne vais pas dire des ouailles. Des conformistes? Des ouailles, des pasteurs des églises de réveil. Nous les écoutons à la radio, nous les écoutons à la télévision. Nous avons des témoignages de guérison, de délivrance, de beaucoup de choses extraordinaires qui se font par la puissance de Dieu à travers eux. Ça, on ne peut pas le nier. On ne peut absolument pas le nier. Pour la petite personne que je suis par la grâce de Dieu, la plupart même des autorités de ce pays que je rencontre, quand on commence à prier avec elles, elles disent vraiment pasteur, vraiment pasteur, vraiment pasteur. Donc c'est dire que ce sont des personnes, on sait qu'ils ont Dieu. On sait que la puissance de Dieu, il la manifeste. Même s'il y a des personnes, des charlatans et autres, je vous ai dit, il y a le faux parce qu'il existe le vrai. Donc, ce qu'on devrait faire simplement, c'est de pouvoir être ensemble avec ces personnes qui prient pour ce pays, qui veulent le bien de ce pays et qui, je suis persuadé, de tout leur cœur, souhaitent qu'ils travaillent en très bonne harmonie avec les pouvoirs publics. Très bien. Avant de sortir, on va quand même vous donner la parole. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, à travers le Grand Plateau, de dire un mot, sans doute aux autorités. En un mot, qu'est-ce que vous leur dites en ce qui concerne cette opération de fermeture massive des églises dites de réveil? Ce que je veux dire, je vais emprunter un texte de l'Évangile, de l'Écriture. On en a pour 1 minute 30. D'ailleurs, que notre ministre de tutelle aime souvent employer, que toute autorité établie par Dieu. Exactement. Toute autorité établie par Dieu. Et Dieu est l'autorité suprême. Et c'est pourquoi, parce que l'on craint Dieu, on doit pouvoir respecter les lieux de culte. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'il ne faut pas que... C'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant, mais nous voulons que notre pays soit sous la bénédiction de l'Éternel. Même quand on a un enfant qui se comporte mal, on doit pouvoir lui montrer que ici tu as fait mal et lui montrer la bonne voie. Et je suis persuadé que tous les pasteurs des églises de réveil veulent pouvoir être bien encadrés par les pouvoirs publics afin de mener leur mission qui est une mission vraiment qui va au-delà du service public, qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Et ceci sera pour la plus grande bénédiction du Cameroun. Parce que notre pays, à l'heure où nous sommes, a plus grand besoin davantage de cette bénédiction pour être émergent tel que le veut également son excellent le président Paul Biya. Merci, pasteur Didier Batip, d'être venu. On a beaucoup appris avec vous et on conclut que le dialogue doit primer sur la répression. Le dialogue doit primer sur parce qu'avant de réprimer, il faut d'abord même éduquer. Et nous croyons que, Dieu merci, nos autorités sont vraiment des autorités compréhensives et elles feront ce qu'il se doit pour que ce pays continue à vivre dans la paix et la stabilité qu'on lui a toujours connue. De même, tous ces pasteurs qui reçoivent des appels de Dieu doivent se faire former. Ils doivent se faire former, c'est important de se faire former. Parce que même si on ne voulait pas, il y a des exigences aujourd'hui qui nous imposent de nous former. Et même quand on est formé, il y a ce qu'on appelle la formation continue. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun. Amen. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi. Nous allons vous laisser en compagnie de cet élément. C'est l'inauguration, j'y arrive, du restaurant Texi. L'événement qui s'est tenu à Douala il y a quelques jours a permis à plus d'un de se retrouver entre amis, en famille ou en couple pour vivre des moments de détente de qualité. Au menu de cette soirée d'ouverture, une gastronomie pleine de saveurs dans une ambiance rythmée par des prestations artistiques au grand
bonheur des convives présents. Confirmation en images d'ici à là. Portez-vous bien. Bon week-end et à lundi. Bienvenue au complexe Texi de Douala. Situé juste en face de la gendarmerie de Yopoué, le complexe Texi a officiellement ouvert son restaurant-bar le samedi 4 juillet 2026. Une inauguration marquée par la présence de nombreux invités de marque venus découvrir ce lieu reposant, propice à la dégustation du poisson frais de Yopoué et des mets du terroir. Nous avons la bonne nourriture africaine, nous avons un coin de divertissement, nous avons des jeux, nous avons un espace de détente en plein air. Spécialement conçu pour que nos résidents se sentent à l'aise avec leurs familles. En famille, en couple et entre amis, ils sont venus nombreux passer du temps dans ce cadre spacieux et chaleureusement aménagé. Conquis par la célérité du service des hôtesses et le savoir-faire des chefs cuisiniers, beaucoup de convives n'ont pas tari d'éloges à l'issue de la dégustation des grillades qu'ils ont trouvées généreusement servies et subtilement assaisonnées. Je suis venu pour l'épouse et mon fils. Et j'ai apprécié l'endroit et tout était bon. C'est bien passé. Nos plats que nous avons dégustés ont été très bien faits. J'ai aimé ce que j'ai mangé. C'était assez savoureux, c'était assez soft. L'assaisonnement était parfait. La présentation aussi. C'est charmant. Ça donne envie de revenir. C'est beau. Le cadre est idéal. C'est pas tous les jours qu'on voit des choses comme ça chez nous. La prochaine fois que vous venez à Yopoué, venez à Texit Hotel, vous allez découvrir un univers paradisiaque. Donc je ne suis pas la seule, je suis accompagné d'élite, la chefferie et les administrateurs seront là. Vous comprenez que nous sommes d'accord avec ce que ce jeune homme fait et nous pensons que ça va être une véritable réussite. Pour l'occasion, le complexe Texi a offert un spectacle animé par une brochette d'artistes venus activer la flamme de l'ambiance dans le cœur des mélomanes. D'une capacité de près de 150 places assises, Texi se positionne comme un cadre idéal pour les rencontres et tout événement festif. Nous proposons des services de gastronomie, des services de détente. Donc, nous vendons notre espace pour tout événement. Si vous avez des événements, anniversaires, mariages, nous sommes à votre portée. À Texi Hill, la détente et le divertissement sont assurés.